Donc effectivement, on va voir aujourd'hui comment construire son petit déjeuner Liponext. Voilà, À donc toi. on est sur le format donc, du samedi matin pour apprendre en fait les trois piliers de la méthode. Donc là, on est sur le premier pilier, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire à travers le petit déjeuner. Donc je vous disais, la méthode Liponext ou bien la chronobiologie alimentaire ou la micronutrition ou l'assemblage des aliments, c'est quelque chose de simple, l'alimentation anti-inflammatoire. Par contre, c'est pas toujours facile à appliquer, même si dans le concept, c'est juste le bon aliment au bon moment et bien associé. On va voir que le premier pilier de l'hyponex, c'est l'alimentation. Et dans ce premier pilier, on va faire déjà, on va décortiquer une journée, hein, puisque c'est ce qui est le plus facile pour pouvoir vous l'appliquer au quotidien. Donc aujourd'hui, on va faire le petit déjeuner. Et chaque fois, on va faire la chronobiologie, on va voir que tout y est associé. La chronobiologie alimentaire, les combinaisons, les aliments anti-inflammatoires et la micronutrition. Ça, c'est la construction des 4 repas. En chronobiologie alimentaire, on a la phase 7 heures du matin, 13 heures, 13 heures, 19 heures. Dans la phase 7 heures du matin, 13 heures, surtout, on ne met jamais de sucre. 13 heures, 19 heures, vous pouvez mettre du sucre. Maintenant, enfin des aliments sucrés. Maintenant, dans la phase 13 heures, 19 heures, eh bien, il y a différentes façons de les associer, mais on va décortiquer chaque repas et là, on va se concentrer sur la phase petit-déj. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez savoir comment construire un petit déjeuner équilibré, de santé, vitalisant. Donc, on est parti. Comment va se construire ce coaching? D'abord, je vais vous parler du microbiote. Ensuite, je vais vous parler des routines matinales, donc avant le petit déjeuner, mais qui inclut le petit déjeuner. Ensuite, des aliments essentiels au petit déjeuner et des proportions. Et puis enfin, ben, je pense que le meilleur, c'est de vous donner des exemples de petit déjeuner. Donc, je vous interrogerai avant de vous donner les exemples pour savoir si j'ai été claire. Donc, le microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote? Je crois que tu peux passer à la diapo suivante. Donc, on vient de dire, la chronoalimentation, c'est manger au bon moment les bons aliments pour une santé optimale. La chronoalimentation, ça consiste à manger vraiment le top du top au bon moment. Pourquoi? Parce que ça repose en fait sur la complexité de notre corps humain qui revient en fait à nourrir correctement le microbiote. Tout ce qui va servir à vous donner de l'énergie, ça se passe dans votre premier cerveau qui est les intestins, le microbiote. Donc, à l'intérieur du microbiote, il faut savoir qu'il y a 100 000 milliards de microbes qui composent donc ce microbiote. Et ce microbiote, c'est lui qui va influencer, positivement ou non, hein, s'il est bien nourri. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il influence positivement les 22 500 gènes de vos cellules. Donc en fait, c'est lui qui va les fabriquer. Donc, les points importants à retenir, c'est que vous avez 100 000 milliards de microbes à l'intérieur de votre intestin et qu'elles se régénèrent toutes les 36 heures. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que vous devez bien les nourrir et que vous devez éliminer aussi tout ce qu'il y a dans les intestins toutes les 36 heures au minimum. Ces microbes, ils sont répartis en ce qu'on appelle des familles, 1200 familles. Et ces familles-là, elles possèdent au total 5000 gènes. Donc c'est énorme, ces 5000 gènes, mais ces 5000 gènes, ils sont influencés ou ils influencent les 22 500 de notre corps humain, c'est-à-dire de la fabrication de nos cellules. Et c'est pour ça que je dis toujours, si vous mangez correctement, si vous mouvez, c'est-à-dire si vous bougez correctement, vous pouvez refabriquer totalement votre corps au fil de votre vie. Donc, pour qu'il y ait une proportion
Donc, le rôle du microbiote, c'est que pour qu'il y ait une proportion équilibrée des différentes familles de bactéries, donc les 1200, d'accord, intestinales, je suis que dans les bactéries intestinales, hein, qui sont essentielles à votre santé. Donc, pour préserver cet équilibre et la diversité de votre microbiote, eh bien, c'est important de consommer ce qu'on appelle des probiotiques. C'est des mots que vous avez déjà entendus, et ça en très grande quantité. Les prébiotiques qui se trouvent dans les fibres des fruits, qui se trouvent dans les fibres des légumes, dans les fibres des graines, dans les fibres des racines, eh bien, c'est eux qui vont faire la vie de votre intestin. Et donc, si on observe en tant que scientifique l'intestin et comment il vit, comment il réagit, eh bien, on peut dire que si notre alimentation n'est pas composée à 95% par des végétaux, eh bien, on a des désordres alimentaires, des désordres digestifs, des désordres de santé. Donc, en fait, la base intestinale, donc de notre premier cerveau, a besoin de 95% d'aliments végétaux. Et c'est ce qui me fait dire que le corps humain est fait pour être principalement végétarien. Donc, il faut manger ce qu'on appelle des molécules alimentaires qui sont reconnues par le corps au bon moment pour que ça ait des répercussions positives sur notre organisme. Je vais vous donner un exemple très simple, la dopamine, qui influence notre énergie, qui influence notre motivation, eh bien, elle est principalement sécrétée le matin. Et elle nécessite des aliments qui sont riches en protéines. Donc, si vous n'apportez pas de protéines le matin, eh bien, vous n'aurez pas l'énergie sur la journée. Si vous ne nourrissez pas votre corps de protéines au lever, eh bien, vous n'aurez pas le développement de la dopamine. Donc, vous allez avoir des coups de fatigue. Un autre exemple qu'on reprendra quand on fera le dîner, la sérotonine, c'est une hormone qui est liée au bien-être et au sommeil. Elle est produite dans l'après-midi, à peu près vers 15 heures. Et donc, elle nécessite un apport de protéines et de sucre. Donc, si dans votre repas du midi, donc à partir de 13 heures, vous n'avez pas un apport de sucre, un apport de protéines, eh bien, vous aurez un mauvais sommeil. Comprenez un petit peu les incidences en fait de l'alimentation sur la fabrication de nos protéines. Donc, alors, vous avez passé déjà aux inflammations. Lorsqu'on respecte le microbiote, eh bien, ça va aider. Donc, vous l'avez lu, mais donc ça va aider à être en pleine forme. Ça va aider à renforcer notre système immunitaire. Ça va augmenter la vitalité. Ça va réguler votre énergie, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la pêche le matin et puis d'un seul coup le coup de pompe à 11 heures, de nouveau la pêche au moment du goûter ou bien de l'excitation au moment du goûter parce que vous n'allez pas répondre aux bonnes hormones, par exemple à l'insuline qui grimpe l'après-midi. Et puis surtout, vous allez avoir un poids qui va être déréglé parce que soit vous allez avoir une trop grosse consommation des calories, soit vous allez avoir une trop faible consommation des calories. Et donc, ça va forcément jouer sur votre humeur et sur les comportements que vous avez au quotidien. Donc, j'ai bien compris que je parlais trop. Quand on dérègle son microbiote, ça fait quoi? Quand on consomme des aliments qui ne sont pas reconnus par le microbiote, eh bien, on tombe malade. C'est cette aptitude de ne pas manger les bons aliments au bon moment, quand elle est répétée, eh bien, elle va déclencher des non-reconnaissances qui très, très souvent sont silencieuses pendant des mois, voire des années, et à un moment vont enclencher des tout petits dysfonctionnements. Alors, c'est cool parce que le corps humain, je vous l'ai dit, se régénère sans arrêt, donc tous les dysfonctionnements sont réversibles. Mais si ces dysfonctionnements perdurent dans le temps, c'est-à-dire plus de 3, 6, 9 ans, eh bien, on va avoir affaire à ce qu'on appelle des perturbations organiques. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le corps féminin a 75 organes, le corps masculin a 71 organes. Et donc, il y a des atteintes différentes selon si on est un homme ou une femme. Donc, quelles sont les maladies qui sont enclenchées par des désordres
de type les bons aliments au bon moment, c'est les maladies auto-immunes, donc la polyarthrite, le psoriasis, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, comme les infarctus, les angines de poitrine, oui, les problèmes valvulaires. Vous pouvez même les mettre à vos enfants quand vous êtes enceinte. C'est pas forcément sur votre corps que ça se répercute. Les AVC et les maladies dégénératives. Les maladies dégénératives, c'est tout ce qui est fibromyalgie, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, etc. Et bien sûr les cancers. D'accord? Donc, pour moi, la chronobiologie alimentaire, c'est vraiment essentiel pour maintenir son immunité, son énergie, etc. OK? Alors, on attaque le sujet clé, les routines matinales. Donc là, on attaque le petit déjeuner en lui-même. Une routine matinale, alors on en voit toutes sortes, hein. La meilleure, ce sera la vôtre. Et elle n'est efficace que si elle répond en fait à vos besoins personnels. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vous dire de faire telle chose ou telle chose. Elle doit vous permettre d'atteindre vos buts du jour. Je dirais avec de la consistance, avec de l'adaptabilité, avec une volonté de vous améliorer en continu. Votre routine matinale, elle va devenir un des piliers fondamentaux pour avoir des journées super réussies. Vous avez Bruno qui nous a mis, je crois, sur l'appli, il paraît que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, j'ai entendu cette expression-là des milliers de fois. Je crois que vous aussi, au moins autant de fois que le conseil était bien intentionné de la part de la personne qui vous l'a dit. Mais voilà. Donc, c'est bien gentil d'avoir une routine matinale, mais il faut qu'elle soit vôtre. Allez, vas-y. On attaque pour celle qu'on va conseiller. Donc, ça, c'est, je dirais, une routine matinale faite sur l'énergie et la vitalité. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes encore dans votre lit, eh bien, vous avez votre corps qui s'est régénéré pendant la nuit, donc qui a fait un tas avec toutes les cellules mortes, les déchets, etc., notamment dans votre lymphe et dans vos tissus, dans les émonctoires, dans les organes émonctoires. Vous avez votre corps qui a perdu à peu près 1,5 litre à 2 litres d'eau, donc qui est déshydraté. Et vous avez votre corps qui a vécu la nuit et qui a donc besoin de réincorporer son corps physique et de le remettre en mouvement. Donc, de prendre les 70, 80 kilos qu'il a là et de les remettre en mouvement, en mobilité. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire ce qu'on appelle une douche interne. La douche interne, c'est de boire son poids en eau. Ça peut être de l'eau tempérée, ça peut être de l'eau froide, ça peut être de l'eau d'infusion que vous avez laissée la nuit près de votre table de nuit. Ça peut être aussi de l'eau d'argile pour ceux qui veulent faire un nettoyage à l'argile. Enfin, mais en tout cas, il est important de boire votre poids en eau quand vous êtes encore, juste quand vous vous réveillez, pour réhydrater et puis pour aider les poubelles à être sorties dans l'heure qui va suivre. Voilà. Ensuite, que vous leviez tout de suite ou pas, ça c'est au réveil. Vous pouvez rester dans le lit, méditer, lire, etc. Vous devez vous octroyer un temps pour vous, un temps de réadaptation. Alors, moi, c'est le moment où je fais ma méditation, ma respiration, et puis je visualise toute ma journée. Voilà, je prépare tout ce qui va se passer dans ma tête. C'est des gros moments avec mes chats aussi, parce que ils aiment bien quand je me mets en tailleur sur le lit. Voilà, ils savent qu'après, ils vont avoir la gamelle, donc ils sont tous là à venir me donner des câlins. Mais c'est un moment où vraiment je prends conscience de la journée que je vais vivre. Ensuite, se mettre en mouvement.
Alors, se mettre en mouvement, ça peut être simplement vaquer à ses occupations dans la maison, mais en général, on a le cerveau qui se met en tête oh là là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Donc, c'est pas forcément le top. Par contre, si vous allez marcher, si vous allez courir, si vous allez faire du yoga, si vous allez danser, si vous allez enfin, marcher, faire quelque chose qui vous met en mouvement, vous allez faire bouger toute la lymphe, tous les liquides qui sont dans votre corps, et donc évacuer ces poubelles qui ont stagné pendant la nuit et qui sont arrivées aux portes des émonctoires. Et ensuite, quand vous êtes bien mis en mouvement, eh bien, vous pouvez attaquer ce qui nous intéresse aujourd'hui, le petit-déj. Alors, le petit-déj, c'est des aliments. OK? Donc, les premiers aliments qu'on va voir, c'est les boissons. Mais sinon, les aliments, ça doit être à peu près 47% de boissons, 40% de solides. Vous avez déjà bu votre poids en eau, donc une tasse de liquide, ça correspond à peu près, ça aura fait 47% de boissons et 40% de nourriture solide. Les 13% qui restent, ça va être la respiration, parce que quand vous respirez, quand vous remplissez vos poumons, vous remplissez d'oxygène, mais vous avez aussi tout le gaz carbonique, etc. Donc, c'est ce qui fait le reste pour arriver à 100%. Ah oui, je veux bouger la diapo, mais excuse-moi. J'ai pas la main sur. Christine, juste préciser le calcul pour calculer son poids en eau. Alors, je pense qu'on répondra aux questions après, Oui, Pauline. d'accord. Parce que si je pars dans des explications, ça va être compliqué. Euh, mais avec plaisir. On note. Voilà, on note. Donc, la boisson. Allez, l'eau. Donc, je vous ai dit, la première chose à faire, c'est la douche interne au réveil. Ensuite, l'eau, vous l'avez aussi par la douche externe. Le matin, alors je vais vous dire ce que moi je fais, mais après c'est à vous de voir si vous voulez l'appliquer ou pas. Quand j'ai fini ma mise en mouvement, etc., avant de prendre mon petit déjeuner, je passe à la douche et je fais ce qu'on appelle le brossage à sec, parce que comme on a éliminé des cellules mortes dans nos émonctoires, on a aussi éliminé des cellules mortes en surface de peau. Donc je fais un brossage à sec, très tonique en général, et après je passe à la douche et je fais une douche froide qui est en général à peu près à 30 degrés. Pourquoi? Parce que si vous faites une douche supérieure à vos 37 degrés corporels, eh bien, toutes les cochonneries qui sont arrivées à fleur de peau vont pénétrer dans le sang et vont pénétrer dans votre corps. Donc, là où la toxine voulait sortir, elle rentre à l'intérieur. Si vous faites une douche trop froide, par exemple, quand on fait des triathlons là et qu'on rentre dans des eaux à 15, 17 degrés ou 12 degrés, eh bien, c'est exactement comme quand vous allez, enfin, pensez aux phoques, aux animaux qui vivent sur les glaces. Pour pouvoir résister à ce froid, il faut quoi? Fabriquer des cellules graisseuses. Donc, vous allez condenser, cristalliser vos cellules graisseuses. Donc, à vous de trouver la bonne température, mais franchement, la douche idéale externe, c'est entre 30 et 37 degrés, en fait. Voilà. Ensuite, l'eau de l'infusion, c'est aussi de l'eau que vous allez mettre dans votre corps par rapport à la quantité d'eau à boire sur votre journée. Pour connaître votre quantité d'eau à boire sur toute votre journée, vous prenez votre poids, vous le multipliez par 30, ça va vous donner à peu près le nombre de centilitres à boire sur la journée. Euh, Par exemple, moi, avec mes 54 kilos, si je multiplie par 30, ça me fait 1,6 litre. Bon, je suis au-delà, mais c'est le minimum vital, en fait, si vous voulez. D'accord? Parce que chaque fois que je fais du sport ou de l'activité, j'en perds, donc je compense, etc. Moi, je suis une grosse buveuse. De toute façon, vous ne me verrez jamais sur une vidéo sans avoir de quoi boire. Euh, Ensuite, les bonnes eaux sont, si possible, des eaux de source. Quand on a la possibilité d'avoir de l'eau de source, c'est génial. Sinon, quand on n'a pas d'eau de source, alors pas en bouteille, hein, je vous parle pas des eaux en bouteille. Quand vous n'avez pas d'eau de source, eh bien, je dirais que
si on n'habite pas dans une ville, l'eau du robinet peut être correcte si derrière elle est filtrée. Alors, on fera tout un truc sur les eaux, mais moi j'aime je passe mon eau dans mon filtre, enfin j'ai un filtre, et après je la magnétise, c'est-à-dire j'ai un aimant et qui la vivifie, je fais ce qu'on appelle un vortex dans l'eau pour qu'elle soit vivante. Je ne sais pas si vous avez tous un jour testé d'aller marcher en montagne et d'avoir soif et de voir un cours d'eau qui était vachement appétissant et de boire comme ça l'eau de source. Eh bien, si vous n'en avez pas l'habitude de boire de l'eau vivante, ça va se répercuter sur votre intestin. Et là, votre microbiote va se régaler de cette eau très souvent fraîche, mais vivante, et va prendre vie. Et donc, il va mettre votre intestin en émoi et il va éliminer toutes les toxines résistantes. Très souvent, les gens se retrouvent avec des diarrhées, mais c'est pas des diarrhées parce que vous avez avalé des microbes, c'est des diarrhées parce que vous avez bu de l'eau vivante. Donc ça, c'est pour l'eau filtrée. Et l'eau tempérée, c'est... Alors, on peut boire de l'eau tempérée toute la journée. Maintenant, je vais vous donner un petit truc pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids. Si vous buvez de l'eau très chaude, votre corps qui est à 37 degrés va user des calories et de l'énergie, notamment ce qu'on appelle les graisses viscérales, pour aller faire diminuer cette température d'eau très chaude. Et si vous buvez de l'eau très froide, comme l'été, eh bien, il va prendre de l'énergie pour aller remonter à 37 degrés l'eau. Donc, quand on est dans le cadre d'une perte de poids, on n'est pas obligé de boire de l'eau tempérée. On peut augmenter sa perte de poids en buvant soit très chaud, soit très froid. Voilà, ça c'était l'astuce du jour. Rien à voir avec le petit déj, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de boire de l'eau pure. Vous pouvez boire. Ah non, on aurait pu ajouter les infusions là aussi. Mais vas-y, oui, c'est bon. C'était sur la bonne diapo. Voilà. Si vous avez envie de boire, alors, par exemple, l'eau d'aloès, moi j'aime beaucoup mettre de l'aloe dans mon verre le matin au réveil parce que ça augmente la douche interne et puis surtout ça va aller apaiser votre estomac, ça va aller basifier un petit peu si vous êtes monté en acidité la nuit, notamment si vous souffrez d'inflammation. L'eau de coco pure, alors on n'en a pas toujours à portée de main, surtout au réveil, parce qu'il faut aller casser la noix de coco, faut aller, voilà. Les eaux de coco en bouteille, elles sont toutes transformées ou pasteurisées, donc niet. L'eau de légumes. Alors, qu'est-ce que c'est l'eau de légumes? C'est simplement de l'eau dans laquelle vous auriez mis, par exemple, des concombres bio ou bien ou des pelures de légumes. Le concombre est intéressant. Un morceau d'aloès est intéressant, sans la peau, attention à la lantoïne. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans les eaux de légumes comme ça le matin? Quand on souffre d'inflammation, tous les légumes riches en antioxydants, comme la betterave crue, la carotte avec le carotène. Vous mettez des petits morceaux de légumes dans vos eaux et vous laissez toute la nuit et comme ça le matin vous avez votre eau de légumes. Et puis les bouillons. Si par exemple vous faites cuire des légumes et qu'il reste un peu de l'eau de cuisson, récupérez-la, ça fait d'excellents bouillons. Moi, je fais des bouillons végétaux quand j'épluche mes légumes, je les broie, j'en fais des glaçons et de temps en temps, je récupère un glaçon pour faire, par exemple, quand je veux faire une soupe crue ou un truc comme ça. Voilà, je me fais des bouillons. Mais sinon, moi, je bois de l'eau le matin. Hein, mais c'est des idées si vous n'aimez pas l'eau. Alors, ensuite, le café. Alors, tout savoir sur le café. Le café, c'est un puissant antioxydant. On l'entend de partout. La graine de café est un puissant antioxydant. D'ailleurs, quand vous la regardez, elle est rouge, un beau rouge vif. Sauf que quand vous cassez la coque du café, à l'intérieur, c'est une graine verte. Donc, l'antioxydant, il est dans la graine verte. La torréfaction rend le café acide.
il est acidifiant. Donc, quand vous vous levez le matin et que vous prenez un café à jeun, ça provoque quoi? De l'acidification dans le corps, qui va provoquer quoi? Des réactions inflammatoires. Alors, les effets du café sur le système digestif, je vous en dirai plus dans la capsule, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le café. Quand on est addict au café, je préconise d'en prendre, mais une fois qu'on a commencé à manger, pour pas que le brûlé vienne directement sur l'estomac vide, et sans sucre surtout. Sans sucre. Et si vous pouvez décaler la prise du café en fin de matinée, voire après le repas du midi, c'est mieux. Et puis, sinon, il existe des cafés verts, il existe du café blanc. Le café blanc, c'est un café qui a été séché. Ça, pourquoi pas? Ça peut faire office de café. Donc, vous avez bien compris que ce qui était mauvais dans le café, c'était la torréfaction. Donc, faites attention, le thé noir est un thé torréfié. Faites attention. Vous pouvez remplacer, par exemple, le café par de la chicorée. Par contre, la chicorée, faites attention qu'elle ne soit pas torréfiée. Voilà, c'est des alternatives. Et ce que j'aurais à dire sur le café, à la limite, si vraiment on peut pas se séparer du café le matin, faites-le très, 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 très léger, très, 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 très dilué, d'accord? Pour éviter de, voilà, pour éviter de tomber dans le café à jeun, qui peut être très, très toxique pour l'estomac et l'intestin. D'accord? Alors, si vous souffrez de brûlure à l'estomac ou de reflux gastro-œsophagien, sachez que c'est le café. Les mamans qui allaitent les bébés et que les bébés ont des reflux, réfléchissez que vous buvez du café. OK? Donc voilà. Donc, thé vert, infusion, ce sera beaucoup mieux et ce sera pas de nature acidifiante pour les intestins. Donc, les alternatives, thé vert, tisane, infusion, à volonté. Et puis, vous pouvez aussi consommer des plantes anti-inflammatoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller comme plante anti-inflammatoire? On peut vous conseiller de la camomille, les plantes rouges comme l'hibiscus, qu'est-ce que j'aurais dû préparer une petite liste pour vous le donner, mais je vous en donnerai plus dans les capsules. Euh, Tout ce qui est aussi la sauge, le matin, ça peut être intéressant quand on arrive après 50, 55 ans et que on a les hormones, enfin les oestrogènes qui travaillent pas forcément top. Ça peut être aussi qu'est-ce que j'aime bien prendre le matin? Là, vous allez pouvoir récolter le tilleul. C'est le bon moment pour pouvoir avoir du tilleul tout l'été, tout l'hiver. Euh, L'ortie est une infusion super top. Et puis après, eh bien, dans l'été, toujours les thés verts. Donc, dans les thés verts, vous avez le thé matcha, vous avez, il y a des thés que je vous ai mis dans l'appli qui sont des thés avec forte vertu dans les thés verts, peuvent être intéressants. Voilà, un petit peu ce que je voulais dire sur les jus de légumes. Alors, est-ce que on doit éviter les jus de légumes? Donc non, pourquoi pas? Ça fait de l'hydratation, ça peut être une bonne alternative. Maintenant, sachez que le matin, ce qu'on a besoin, c'est des fibres. Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Donc, quand on prend des jus de légumes, eh bien, on broie les fibres et on les met de côté. Donc, c'est un petit peu dommage de boire des jus de légumes. Le conseil, donc, c'est surtout ne mettez pas de fruits dans vos jus de légumes, d'accord? Et faites attention aux légumes qui peuvent être acidifiants. Donc, privilégiez, je dirais,
plutôt les soupes de légumes le matin, parce que vous allez réaliser la soupe à partir du légume entier que vous allez mixer, donc vous allez avoir les fibres. L'extracteur va enlever les fibres et donc vous allez enlever les prébiotiques. C'est quand même dommage. Ensuite, quand vous prenez des jus de légumes, vous pouvez augmenter, si notamment vous prenez de la betterave, de la carotte, des choses comme ça, vous allez augmenter votre quantité calorique. Donc, si vous êtes dans une envie de perte de poids, faites attention. Là où on va pouvoir mettre 10 carottes ou 10 betteraves dans un jus, on ne pourra pas les manger si on les croque comme ça. D'accord? Donc ça peut augmenter. Voilà. Je préfère les bouillons. Et puis, faites attention aux jus de légumes dans le commerce parce que très souvent, ils ajoutent du citron pour la conservation, qui est un fruit. Donc, ça va rendre votre jus de légumes acidifiant. Et puis, très souvent, les jus de légumes dans le commerce, ils mettent parfois du sucre. Ou alors, ils associent un xylitol ou un truc comme ça pour la conservation. Voilà. Ça répond à vos questions sur le jus? Oui. Bah, en clair, tu conseilles quoi comme jus? Pas, quoi, hein, finalement. Alors, je conseille pas les jus de légumes au petit déjeuner. Voilà. En Mangez les résumé, c'est ça? légumes. Faut aussi de légumes alors. Les belles salades que tu fais, Bruno, c'est parfait. Ah oui. Les jus de fruits. Alors, très souvent, voilà, pas de citron, en tout cas mélangé avec tes légumes et ton petit déjeuner. Si tu veux mettre une goutte de citron parce que tu es en cure citron le matin dans ton eau de lever dans la nuit pour au réveil, quand tu es encore dans le lit et que tu veux faire ta douche interne, là tu peux. Parce que ça va répondre un peu à l'acidité de ton estomac et donc ça va basifier ton estomac. Mais le citron est un acidifiant, donc si vous le mélangez au jus, ça va faire des frictions. Les jus de fruits, est-ce qu'il faut les éviter? Oui, surtout au petit déjeuner, vous avez compris. Les fruits sont pleins de glucides. Donc, pourquoi est-ce que les jus sont pleins de glucides simples? Eh bien, parce qu'ils sont mixés, ils ne sont plus associés aux fruits. Quand vous prenez un fruit que vous croquez dedans et que vous le mastiquez, etc., vous apporterez beaucoup moins de sucre à votre corps et vous apporterez ce qu'on appelle des glucides complexes, c'est-à-dire que la digestion va demander du travail et donc l'arrivée dans le sang et dans le muscle va être beaucoup plus lente que quand vous le buvez en jus. Dès que vous mixez, vous allez augmenter l'apport et la rapidité de digestion. Donc forcément. Donc quand les boire, pourquoi pas en apéritif à midi si vous êtes invité. Sinon à 4 heures, c'est le top parce que là ça vous fait une bonne arrivée de sucre rapide, notamment du bon sucre, le fructose. Et puis vous pouvez aussi, pourquoi pas, boire l'après-midi par exemple, des jus de fruits ou des jus de légumes lacto-fermentés, parce que vous aurez mis du citron dedans, ou bien tout ce qui est kéfir, tout ce qui est kombucha, etc., parce qu'il y a un apport de sucre à l'intérieur. D'accord? Voilà, les kombuchas sont très souvent avec des fruits. Autre point, les boissons animales. Donc, tout ce qui est alors, je vais pas mettre les produits laitiers là, je vais vraiment parler du lait de la vache parce que je pense que c'est important qu'on fasse le point là-dessus et qu'on dise le vrai du faux, c'est comme ça qu'on dit. Euh, le lait de vache que vous allez chercher en haute montagne au pis direct, qu'on fait bouillir 1 heure sur la marmite pour enlever les bactéries, eh bien, celui-ci, l'hormone animale va être cassée, dissociée, donc elle portera pas préjudice sur votre
corpulence, sur votre corps. Par contre, le lait qui est pasteurisé, stérilisé, il est monté à 400 degrés en moins de 30 secondes. Là, l'hormone, elle est fixée. Donc, tous les produits laitiers, donc le lait, l'actimel, les Obifidus, les trucs comme ça, c'est pasteurisé. Donc, la protéine animale, la protéine de croissance, hein, elle est bloquée et donc vous l'assimilez. Et donc, exactement comme le veau, vous allez prendre 500 kilos dans l'année si vous en consommez, autant que le veau, bien sûr. Mais c'est ce qui fait prendre du poids. C'est aussi ce qui fait grossir les enfants. Ensuite, il y a un autre problème avec le lait, c'est que il est riche en une protéine qui n'est pas faite pour le corps humain. Quand on analyse le lait de la maman, on n'obtient pas du tout les mêmes choses que le lait de la vache. Donc pour moi, c'est pas une bonne alternative. Donc évitez vraiment au maximum les produits. Oh, tu peux remonter? Les produits animaliers, les produits laitiers animaliers le matin. Quelles alternatives? Eh bien, on va le voir juste après. Les produits laitiers végétaux. Pour les enfants, la meilleure alternative végétale, c'est le lait de coco pur que vous faites. Et comment est-ce qu'on peut être progressif pour remplacer le lait de la vache? Eh bien, sachez que le lait chez les adultes est principalement consommé dans le café. Donc, si vous arrêtez le café, vous n'aurez pas besoin de remplacer le lait. Voilà. Mais donc, remplacer progressivement le lait de la vache par un lait végétal. Donc, on va voir les boissons végétales. Les boissons végétales, donc, par définition, qu'est-ce que c'est une boisson végétale ou un lait végétal? C'est des aliments comme des oléagineux ou des graines qui ont été mixés, c'est-à-dire on va prendre alors les bonnes proportions pour avoir le bon taux de protéines et les meilleurs nutriments, c'est de prendre entre 80 et 100 grammes. Moi, je fais mon lait d'amande avec 100 grammes d'amandes. Je fais mon lait de coco avec là mon lait de coco, c'est quasiment la noix de coco entière fraîche et je prends juste l'eau à l'intérieur de la noix de coco quand je fais mon lait de coco. Donc c'est un lait qui est très très épais, ça fait plus une crème. Maintenant, quand vous achetez des laits de coco, des laits de coco en brique, vous avez la crème qui se fige au-dessus et vous avez le lait dessous. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le seul lait végétal qui remplacerait le lait de vache au niveau nutritionnel, ce serait le lait de coco. D'accord? Parce que sinon, le lait végétal, c'est une boisson liquide obtenue à partir donc d'éléments végétaux. D'accord? Donc, alors je sais qu'il y a des laits végétaux à base de céréales, mais évitez, préférez oléagineux et graines. Et ça fait une boisson que vous pouvez cuisiner, boire comme ça. Voilà, c'est un substitut sain. Moi, toutes mes recettes que je fais à base de lait végétaux, j'ai repris toutes mes recettes que je faisais avant quand j'étais encore, donc ça remonte, mais quand j'utilisais des produits animaliers, euh, toutes les recettes que j'utilisais, je les ai toutes transformées en végétales. D'accord? Alors, il existe différents laits végétaux. Euh, on l'a vu, mes préférés parce que anti-inflammatoire et parce que bon nutritionnellement, c'est le lait d'amande, notamment au petit déjeuner, parce qu'il a une faible teneur en sucre par rapport au lait de coco, par exemple. Et par contre, il est très très avantageux parce qu'il comporte les bonnes graisses et une bonne teneur en protéines et une bonne teneur en calcium. Donc, c'est intéressant de consommer du lait d'amande. Méfiez-vous des laits qui sont dans les supermarchés. Si vous regardez l'étiquette,
très souvent, il y a 5 grammes d'amandes ou 6 grammes d'amandes, 10 grammes d'amandes pour les meilleurs, et de l'eau. Et parfois, il y a des plus. Il y a des émulsifiants. Il y a des gommes de xanthane, des gommes enfin, il y a plein de gommes. Et très souvent, ils sont pasteurisés, donc ils sont chauffés. Moi, je suis plus sur une alimentation crue, donc je n'achète pas dans le commerce. Évitez le lait de soja, parce que comme le lait de soja, alors à moins que vous le fassiez vous-même, donc vous laissez cuire votre soja plus d'1 heure, etc., à petit feu, et après vous mixez et vous faites votre lait. Mais si vous utilisez un lait de soja industriel, vous allez avoir le même problème que pour le lait de vache. Il va être mis à température très très haute, et donc les phytoœstrogènes du soja vont se retrouver coincés dans le lait de soja. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ah mais il faut pas boire du lait de soja parce que au niveau des hormones, enfin le soja c'est pas bon, etc. Notamment dans les cas de cancer du sein ou cancer de la prostate ou des choses comme ça. Mais c'est le lait de soja, c'est pas le soja qui pose problème. D'accord? Et puis, les laits qu'il faut éviter, c'est lait de riz, parce que c'est très sucré, lait de céréales, donc les laits d'avoine, lait de blé, lait de... qu'est-ce que je pourrais vous faire éviter aussi le matin? Les noisettes, lait de pistache, ils sont plus sucrés. Donc vraiment les meilleurs laits végétaux que je puisse vous conseiller, notamment le matin au petit déjeuner, puisque c'est ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'amande, la noix de cajou, si vous avez envie de faire votre lait de noix de cajou, et le lait de coco. Voilà, c'est les laits que je peux vous conseiller. D'accord? Comment les utiliser? J'ai pas répondu à ça? Oui, c'est bon. Si, c'est bon. Alors on y va. Oula. Alors, la boulangerie, l'intérêt principal du petit déjeuner. Le pain, les gaufres, les pancakes, les galettes, les cracottes au pain des fleurs, les muffins. Allez, on est parti. Le pain. Voilà, en fait, je ne vais pas me casser la tête, je vais vous dire simplement ce qui est. Je vous en ai parlé sur l'atelier mercredi, mais il faut savoir que l'élément essentiel, et je dirais 90%, je crois que le chiffre exact, ça doit être 93%, je l'ai vu défiler il n'y a pas longtemps, des petits déjeuners français, donc des gens qui déjeunent, hein, parce qu'il n'y a pas 93% de la population qui déjeune, hein, bien en deçà. Je crois qu'on est à peine à 45% des gens qui prennent un petit déjeuner le matin. Donc, l'élément essentiel du petit déjeuner, et 93% de la population en consomme, c'est le pain. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'il vous apporte des sucres complexes. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, les sucres complexes, c'est ceux qui vont mettre à peu près 5 à 6 heures pour être bien digérés. Donc, si vous prenez un petit déj le matin avec du pain, du bon pain, vous allez apporter des sucres complexes qui vont mettre toute la matinée et vous porter jusqu'à 13 heures sans souci pour le repas du midi. Des protéines, si le pain est bien fait, et ça va vous procurer donc une sensation de satiété jusqu'à midi au plus tard. Choisir un pain qui est cuit à une température maximale de 180 degrés. Au-delà de la température, au-delà de 180 degrés, donc je vous l'ai dit, hein, la mie, elle s'éclate et puis surtout, elle devient molle. Quand on prend une baguette chez le boulanger ou bien au supermarché, on peut écraser notre pain comme ça. Parfois, elle est même non cuite. C'est des grosses bulles d'air. Et puis, la croûte, elle est totalement caramélisée, ce qui provoque ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est vraiment la caramélisation en fait des farines à haute cuisson. C'est très très recherché dans les boulangeries, la réaction de Maillard. Pourquoi? Parce que ça donne ce côté addictif à l'aliment en fait. Hein. Les gens qui consomment fortement le pain et les croûtes de pain sont addicts en fait
à ce caramel. Quand on va chercher un croissant, on cherche le côté caramel. Quand on va chercher un pain au chocolat, on cherche le côté caramélisation sur le dessus. Ça, c'est ça la réaction de Maillard, d'accord? Donc, évitez vraiment ce, cette caramélisation des croûtes, voire enlever la croûte. Les pains cuits à des températures fortement élevées, donc au-delà de 240 degrés ou plus, ou bien les pains qui sont vendus dans les grandes surfaces, elles contiennent en plus des additifs gras et toxiques qu'on appelle les graisses trans pour augmenter la caramélisation et cette croûte. Donc, retirez la croûte des pains cuits, notamment ceux qui sont cuits au-delà de 180 degrés, le matin. Vous avez compris que l'après-midi, vous pouvez. Là, c'est avant 13 heures pour éliminer la substance toxique et réduire la quantité de sucre. 0 sucre le matin. Utilisez un grille-pain pour réduire la quantité de sucre dans le pain en déshydratant légèrement la mie. Si vous aimez les pains croustillants, c'est vraiment ce que je vous conseille. Vous passez votre tartine dans un grille-pain à, je sais pas, 1 ou 2, quoi, et puis ça vous permettra d'avoir le. Je suis en train de me dire que j'ai oublié j'ai laissé en route mon gaufrier. Bon. Voilà. Donc, juste que la mie est séchée et qu'elle soit croustillante. Le gros avantage, c'est que si vous mettez votre noix de beurre dessus, elle va fondre. Enfin, moi, j'adore ça. Voilà. Et puis, si vous mettez pas du beurre, mais de l'huile d'olive ou n'importe, ça va parfumer. Si vous mettez une huile d'olive à la truffe sur votre mie de pain à peine croustillant, vous en prenez plein les vies. Les pains aux graines. Alors, donc exactement comme ce qu'on vient de dire, ça peut être consommé sans problème s'ils sont cuits à 180 degrés et surtout si les graines sont bio. Les pains complets non bio contiennent des pesticides. Ah ben voilà, c'est là que j'avais dit. Agglutinés dans les fibres, je vous l'ai expliqué dans l'atelier du pain. Donc c'est vraiment préférable de les éviter, en particulier en cas de pathologie cancéreuse, parce que quand on a encore des cellules cancéreuses dans le corps, elles vont aller se gorger des pesticides et elles vont ressortir hyper virulentes. Alterner entre des pains riches en fibres et des pains à farine blanche, surtout en cas de maladie grave, pour éviter tout simplement l'accumulation des toxines dans le foie. Quand on souffre, par exemple, de la maladie de Crohn ou du syndrome du côlon irritable ou des choses comme ça, eh bien, votre microbiote va tout de suite aller se nourrir des prébiotiques que vous lui apportez et donc peut avoir une réaction très vive de nettoyage. Alors, c'est super bénéfique, mais c'est parfois très incommodant. Donc, quand on a cette réaction-là, en attendant d'aller vers la guérison, on peut alterner un pain riche en fibres, un pain riche en farine blanche, tant qu'elle est bio. Préparez votre propre pain avec des farines bio. Là, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, vous savez presque tous le faire. J'ai vu que ce matin, il y avait des pains crus qui défilaient j'ai beaucoup aimé. Et sinon, discutez avec votre boulanger, hein, sincèrement. Voilà, évitez vraiment les produits chimiques et les pesticides parce que c'est ce que vous mettez en premier dans votre corps le matin, eh bien vous allez vraiment nourrir votre microbiote de cochonneries. Le gluten. Alors, c'est toute une capsule, le gluten. Il faut savoir que le gluten moderne est ultra inflammatoire pour tout le monde. Je n'ai pas d'études là-dessus, mais de mon expérience de vie, je peux affirmer que 100% des inflammations ont démarré par un abus de gluten dans le corps. Alors, quand je dis un abus de gluten dans le corps, ça veut dire que la personne consommait du gluten au quotidien. Si une fois dans le mois, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas faire autrement et vous mangez du gluten,
votre corps va l'éliminer, il va avoir la force de l'éliminer. Mais si vous consommez du gluten au quotidien, ça va venir faire des cols. J'aime bien raconter cette histoire de quand, quand j'enseignais à Chambéry dans une école je faisais des sciences appliquées biologiques aux personnes qui faisaient un- après leur bac professionnel de boulangerie-pâtisserie, ils font des modules de spécialisation dans le chocolat, le sucre, et là, c'était euh, la pâtisserie de haut niveau. Et, et ils mettent dans toute leur préparation du gluten. Et j'avais fait un test, je leur avais fait prendre, donc on avait magnifiquement décoré la classe avec des affiches. Et je leur avais fait coller les affiches au début d'année avec différentes colles. Donc du scotch, de la colle UU, là, enfin, il ne faut pas dire de marque, mais vous voyez ce que je veux dire, de la superglue. Et puis, j'avais été leur faire chercher le gluten et on avait fait un caramel. Et donc, on a collé les affiches, chacun avec sa colle différente. Et puis, on a observé l'année. Donc, bien sûr, le tube de colle à papier, là, c'est la première affiche qui s'est décollée. Ensuite, c'est le scotch. Et puis, à la fin de l'année, la seule affiche qui restait sur le mur, c'était celle collée au gluten. Même le caramel n'a pas tenu. Voilà, c'est pour vous donner une idée et une image de ce que fait le gluten au quotidien dans l'intestin. Le pain des fleurs, c'est une bonne alternative si vous n'avez pas le temps de fabriquer votre pain ou que vous n'avez pas le temps d'aller chercher du pain. Faites attention toutefois, regardez bien les étiquettes parce que tous les pains des fleurs ne sont pas sans sucre. Je dirais que mes préférés sont sur l'écran, mais voilà, le seul que moi je consomme et que j'achète, c'est le sarrasin. Maintenant, je sais qu'Azine aime bien la châtaigne, donc pour le petit déjeuner, ça nous arrive de faire à la châtaigne, notamment à l'automne. Je fais à ce moment-là une crème de châtaigne qu'on va mettre dessus. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans les recettes, hein, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Voilà. Évitez le pain des fleurs à la coco parce il y a du sucre dedans. Comment choisir vos ingrédients du petit déjeuner? Donc, on est bien dans le petit déjeuner. Ce sont les céréales, graines, légumineuses, fruits secs que je vous indique là. J'ai fait comme Bruno m'a dit. Mais est-ce qu'on a le droit plutôt que ce qu'on n'a pas le droit? Donc, regarde, en rouge, les interdits, il y en a que 3. Maïs, riz, soja. Pourquoi? Parce que ils sont pro-inflammatoires. Et comme vous êtes dans une alimentation anti-inflammatoire, à bannir du petit-déj, ça c'est pour le soja. Et le maïs et le riz, alors tout simplement parce que le soja, vous n'allez pas le cuisiner. On cuisine le soja pas forcément de la bonne manière. C'est simplement pour ça. Et comme je veux être générale, j'ai mis le soja dans les légumineuses à ne pas consommer au petit déjeuner. Et le maïs et le riz. Le maïs et le riz sont des céréales très, 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 très riches en glucides. Et si vous les consommez sous forme de farine, eh bien, vous allez les cuire et vous allez avoir des glucides rapides dans votre alimentation. Et puis, en plus, le maïs est pro-inflammatoire. Donc, les meilleurs, c'est sarrasin, millet, sorgho, avoine sans gluten, petit épeautre, amaranth, quinoa, pois chiches, haricots secs, lentilles, châtaignes. Cela, pas de souci, peu importe le matin. Ça avance plus? Ou tu veux que je dise encore quelque chose? Non? C'est bon. Lire les étiquettes. Alors, pareil, on vous a mis, là, vous pouvez prendre une photo de ce que vous ne devez pas trouver dans vos préparations industrielles. Je me suis amusée, je me suis amusée, c'était la semaine dernière, je crois, Pauline,
à prendre en photo les étiquettes des pains bio sains sans gluten. Ouais. C'est impressionnant ce qu'on trouve dedans. On vous Euh, met toutes les synthèses des slides comme ça en dessous de la vidéo dans la plateforme de formation. ah, c'est cool, super. Les levures, donc les levures chimiques, les levures sèches, parce que elles vont aller fermenter et faire des gaz dans vos intestins. Les farines de riz, de maïs, de soja, de fonio, oui, un ami, de teff. Donc parce qu'elles sont inflammatoires en fait. Pas parce qu'elles sont sucrées, parce qu'elles sont inflammatoires. Les liants comme la fécule de maïs, l'amidon de riz, on aurait pu ajouter aussi l'amidon de pomme de terre, qui sont en fait très riches en sucre. Les adjuvants comme le sirop de glucose, le glucose. On a aussi le sucre de maïs. Je sais plus, il y en a d'autres aussi que j'ai vu dans les pains. Et puis les huiles inflammatoires, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs. D'accord? Parce qu'elles sont pas pressées, enfin même si elles sont pressées à froid, quand elles sont chauffées dans le pain, dans la cuisson du pain, ou peu importe, hein, si vous achetez des pancakes, si vous achetez, etc., euh, elles deviennent inflammatoires. Par contre, vous avez le droit à plein d'autres choses. Les levains, peu importe lesquels, les poudres à lever sans gluten, les farines de sarrasin, de petite épaule, on vient de le voir en fait, hein, pois chiches, quinoa, lentilles. On aurait même pu ajouter, Pauline, dans les farines, le chanvre. Euh, dans les liants, le psyllium. Pourquoi on a mis une croix? Je devais chercher quelque chose Non, peut-être. parce que c'était l'œuf qui devait remonter. Il y a un décalage. Non? Ah oui, pardon. Il y a deux endroits, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Oui, dans les liants, si vous n'êtes pas végétalien, vous pouvez très bien mettre le blanc d'œuf, hein. C'est un liant qui est tout à fait acceptable et protéiné dans les petits déjeuners. Et dans les sucres, le seul qui est autorisé, c'est le jus de bouleau. On appelle aussi le xylitol. Les graines de chia, en fait, on part dans les graines. Dans les graines, en fait, toutes les graines sont autorisées. Huile d'olive, huile de coco. Mais c'est une liste qui est non exhaustive, hein. Vous allez le voir après la slide suivante. Les corps gras. Alors, les corps gras. Je vous ai dit que vous pouviez consommer du beurre, alors que juste avant, je vous ai fait des explications sur comment ça s'appelle? Le, le lait animal. Le seul beurre que vous pourriez, vas-y, tu peux, ouais, laisser. Le seul beurre que vous pourriez consommer le matin, si vous aimez le beurre, c'est le beurre de Bharat. C'est le beurre cru, vraiment le vrai beurre que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs. Quand on va à la ferme et qu'on va chercher du lait cru bio de vache, il suffit de mettre dans le batteur votre lait, ça devient de la crème et après ça devient du beurre. Si vous le salez légèrement, donc plutôt beurre demi-sel avec du sel de Guérande ou du sel d'Himalaya ou des choses comme ça va augmenter ses vertus. Donc vraiment, prenez pas n'importe quel beurre, faites très attention à la pasteurisation, à la stérilisation, et contrôlez aussi bien sûr la quantité. Mangez pas une demi-livre de beurre le matin. C'est pas parce que je vous dis que c'est autorisé que vous pouvez en manger autant que vous le souhaitez. D'accord? Faites attention vraiment aux quantités. On verra après aussi par rapport comment ça s'appelle? Au fromage. Euh, Et le top, c'est 10 grammes pour 50 kilos de poids.
Faire attention également, le beurre de baratte n'est pas tout le temps cru. Maintenant, on trouve beaucoup de beurre de baratte et si vous regardez l'étiquette, il est pasteurisé. C'est pas parce qu'il y a écrit baratte que c'est cru. Ouais. Alors que c'est une marque déposée, le beurre de baratte, hein. Donc, normalement, le beurre de baratte, c'est toujours cru. Si Pauline est tombée sur du beurre de baratte pasteurisé, c'est parce que la marque paye pour la publicité mensongère. Et En bio. fait, le beurre de baratte répond vraiment aux besoins de votre cerveau le matin. C'est le top du top. Vous allez vous allez nourrir, pardon, toutes les bonnes hormones, les bonnes graisses. Donc, je vous disais, 10 grammes, ça fait à peu près 2 cuillères à café pour quelqu'un qui pèse 50 kilos. C'est sûr que si vous êtes à 75 kilos, bah, ça vous fait 3 cuillères à café. Voilà. Il faut vraiment que le beurre soit fabriqué à base d'une crème crue non chauffée. Donc, choisissez vraiment le beurre que vous mangez si vous aimez manger le beurre. Et puis, oui, je suis en train de chercher ce que je peux vous dire d'important. Ce que l'on trouve dans le beurre qui est bon, et là, je vais faire un cocorico aux gens du Sud-Ouest. Ce sont des acides gras saturés et ce qu'on appelle du butyrate, qu'on trouve aussi dans les graisses d'oie. Euh, et c'est pour ça que très souvent, les gens dans le Sud-Ouest qui consomment de la graisse d'oie n'ont pas de problème de cholestérol, etc. Maintenant, faites attention à vos quantités. Le, ce, ce, ce qu'on appelle le butyrate, là, qui se trouve dans le beurre cru, c'est des acides gras saturés qui assurent en fait ce qu'on appelle l'étanchéité des cellules intestinales. Et puis, ça renforce votre immunité. Pourquoi? Parce que le matin, on a besoin d'évacuer l'ammoniac des reins. Et là, en consommant ce beurre cru le matin, vous allez éviter l'accumulation de l'ammoniac. Voilà, c'est l'effet santé du butyrate. Face aux huiles. Vas-y, on passe aux huiles. Comment choisir son huile? Donc l'important, c'est de la choisir crue, première pression à froid. Première, ça suffit peut-être pas. S'il y a plusieurs pressions, je préfère pression à froid tout seul. Quand vous avez des huiles comme l'huile de noix, l'huile de sésame, alors faites attention, il y a des huiles de sésame toastées parce que c'est meilleur au goût, c'est caramélisé, mais c'est pas bon, c'est inflammatoire. L'huile de sésame, l'huile de noisette. Alors, l'huile de noisette, c'est inflammatoire et vaut mieux éviter de la prendre au petit déjeuner parce que vaut mieux éviter. C'est pareil, l'huile de pépin de raisin, je la déconseille au petit déjeuner. Donc l'huile d'olive, l'huile de noix, alors la meilleure des huiles le matin, c'est l'huile de lin, l'huile de foie de morue, l'huile de krill, c'est des petites crevettes. C'est tout des huiles qui sont hyper riches en oméga 3 et qui sont hyper riches en DHA et qui contiennent, alors sauf l'huile d'olive, peu d'oméga 6. Et c'est là que je voulais vous dire que la micro-alimentation entrait en jeu. Faites attention au mélange tout prêt dans les supermarchés parce que souvent ils vous mettent de l'huile de tournesol parce que ça leur coûte moins cher et c'est pas bon, c'est inflammatoire. Donc faites vos propres mélanges et surtout donc l'huile de sésame, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, les huiles tout à l'heure dont je vous ai parlé, noisettes, avocat. L'avocat, vous pouvez la manger le matin. Je pêche là comme ça sur les huiles, mais toutes ces huiles-là,
conservez-les au frigo une fois elles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que les oméga 3, dès qu'ils montent en température au-dessus, de 15-16 degrés, eh bien, ça tourne, ça rancit. Et là, ça devient inflammatoire. Donc, conservez bien vos bonnes huiles dans le frigo. Surtout, c'est important. D'accord? Voilà. Et que si vous prenez des compléments alimentaires à base d'oméga 3, eh bien, regardez bien la composition. Vous devez avoir essentiellement des oméga 3, de la DHA, de l'EPA. C'est ce dont le cerveau a besoin le matin et pas d'oméga 6. Allez, vas-y. Ou très peu. C'est pour ça que les huiles de poisson sont meilleures. Les oléagineux et les graines crues. Alors là, on a fait exactement comme tout à l'heure. Ce qui est en orange, limitez votre consommation à, par exemple, pour les noix de Grenoble, à 3 noix le matin. Pareil pour les noisettes, pas plus de 3 noisettes. Pistaches, enfin tout ce qui est noix en général, sauf la noix de cajou, limité à 3. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des oméga 6 et c'est pro-inflammatoire, même si l'équilibre est bon. Et puis, le matin, vous avez plus besoin d'oméga 3. Préférez les amandes, les graines de courge. Les graines de courge, il faut savoir que ça augmente la perte de poids, donc c'est très bon. Les noix de cajou, les graines de sésame. Alors, un conseil, graines de sésame, graines de chia, graines de lin. Enfin, graines de sésame un peu moins, mais en tout cas, chia et lin, leur peau est très, très dure. Leur coque là, de protection est très, très dure. Mixez-les. Vous pouvez les garder, par exemple, moi j'aime bien me faire un mélange dans le frigo d'un petit pot où je mixe sésame, chia et lin et que je garde au frigo. Gardez-le pas plus de la semaine, 7 jours. Moi je le fais le dimanche en général et ça me fait la semaine. J'en mets sur mes salades, j'en mets sur mon pain, j'en mets sur mes décos quand je fais les photos. Vous devez regarder, il y en a plein. Voilà, je consomme ces graines-là mélangées dans un pot que je garde au frigo. Celle-ci, c'est à volonté. Et pourquoi je vous demande de les mixer, les chia et le lin? Tout simplement parce que vous n'êtes pas des poules, vous n'avez pas de cailloux dans l'estomac. Et si vous les consommez comme ça, vous allez aller aux toilettes comme ça. Après, ce sont des graines qui fabriquent du mucilage. Certains savent que moi, j'en mets dans mon thé le matin. Et donc, ça gonfle et ça fait une espèce de, ça fait ce que j'appelle le bubble tea, c'est-à-dire ça fait des petites billes très douces que j'aime beaucoup, qui passent sur la langue. Et là, vous allez augmenter votre apport en oméga 3 par le mucilage. Les purées d'oléagineux, ça, vous pouvez en consommer le matin. Donc, exactement comme pour les oléagineux eux-mêmes, évitez au petit déjeuner la purée de cacahuètes, de noisettes, de pistaches et surtout la crème de marron pour leur apport en sucre et aussi parce que en grande quantité, c'est inflammatoire. Gardez-les pour l'après-midi. La purée de noix, la purée d'amande complète, alors pour 2 raisons différentes. La purée de noix, je viens de vous le dire, au-delà de 3, vous risquez d'avoir un apport oméga 6 supérieur à l'apport en oméga 3, ou en tout cas équivalent. Donc quand on est enflammé, c'est pas conseillé. Et pourquoi la purée d'amande complète? Parce que ce ne sont pas des amandes qui ont été trempées, et donc il y a ce qu'on appelle un acide sur la peau de l'amande qui est un antinutriment. Donc, il va vous empêcher d'absorber toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. que vous avez mangé avant. Préférez la purée d'amande blanche, les noix de cajou, la purée de sésame, la purée de châtaigne crue et pure, c'est-à-dire c'est juste des châtaignes mixées. Je vous ferai des recettes là-dessus quand ça va être la période, là, fin octobre, on va aller les ramasser. Les légumes. Pourquoi intégrer les légumes dans notre alimentation du petit déjeuner?
Alors, vous avez compris tout à l'heure avec l'intérêt des fibres, parce que le légume entier, quand il est consommé, il apporte énormément de prébiotiques et donc il va vous euh, rassasier, je vais dire, mais il va aussi faciliter la digestion et l'assimilation, donc l'absorption de tout ce que vous allez manger sur la journée. Ça va procurer une espèce optimisation de tous vos apports nutritionnels de la journée. Donc en potage, en salade, etc. Testez les bouillons et puis vous laissez, alors pourquoi pas ceux qui aiment un bouillon de poule dans lequel vous allez mettre plein de légumes comme le céleri, le poireau, l'oignon, l'ail, la carotte, le chou, et puis manger le légume en même temps que le bouillon. Ça va vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Et puis, si vous préférez les légumes crus ou que vous avez envie de tester les légumes crus, donc déjà mixez-les fortement pour qu'il puisse y avoir une bonne assimilation au départ. Choisissez-les plutôt verts parce que ça vous fait un gros apport de calcium, comme les brocolis. Là, ce matin, vous le verrez un peu plus tard, mais j'ai fait des gaufres avec de l'oseille. J'ai eu de l'oseille tout frais hier. Mon voisin coupait l'oseille de son jardin pour le donner à ses poules. Parce que ça se mange pas, c'est dégueulasse ce truc-là. Quand je lui ai dit, bah, donnez-moi, je vais en faire mon petit déjeuner. Il m'a fait des yeux. J'étais écroulée. J'adore faire cet effet-là chez les gens, surtout quand ils me connaissent pas encore et que j'arrive dans leur vie. Voilà, les épinards, moi j'aime bien toutes les sortes de choux le matin. Mais voilà, si vous accompagnez vos crudités avec une huile d'olive et des graines qui sont riches en acides aminés et en oméga 3 végétaux, ça vous fait un petit déjeuner d'enfer. Et puis, surtout, les légumes permettent d'adapter, alors il faut les adapter à votre métabolisme, mais ça permet d'adapter votre estomac à toute l'alimentation de la journée. Vous allez effacer, par exemple, l'acidité de l'estomac, les brûlures d'estomac, la digestion lente pour les gens qui sont constipés, le reflux gastro-œsophagien dont je parlais tout à l'heure, et puis toutes les personnes qui ont des problèmes de cholestérol, etc. Ça va vous permettre d'éliminer beaucoup de choses. Voilà, pour les légumes. Allez, vas-y. Le fromage. Ça, c'est un autre point important. On a fromage écrit comme ça, Fromage. Ce matin, Pauline m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui posait la question pour la recette du fromage de cajou dans l'application. Vous devez quand vous trouvez pas une recette, demandez-la. On la mettra. Si elle n'est pas dans l'appli, c'est simplement parce que elle n'est pas, comment on appelle ça? Elle n'a pas été validée. J'ai pas eu le temps d'aller la valider. Donc, le fromage de chèvre, brebis, vache, quand il est cru, c'est un bon fromage français. Il est bénéfique à votre organisme le matin au petit déjeuner par rapport à son apport de graisse, par rapport à son apport en protéines. Maintenant, c'est important d'en consommer en quantité modérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, le fromage apporte les matières premières essentielles pour le bon fonctionnement de vos cellules, notamment celles du cerveau qui demandent le matin. Et puis, et là, je vais m'adresser à tous les gens qui connaissent des gens qui souffrent de fibromyalgie ou qui en souffrent même. Ça permet la reconstruction de ce qu'on appelle la gaine de myéline. Et puis, ça va vous aider à protéger et à nourrir les neurones de votre cerveau. Si vous n'apportez pas les bonnes graisses le matin à votre corps, votre cerveau et vos neurones vont finir par se dessécher. Vous allez avoir des pertes de mémoire. Ou alors aller vers ce qu'on appelle la dégénérescence neuronale, donc les personnes âgées, ou pourquoi pas la maladie d'Alzheimer.
Donc, le fromage animalier contient des graisses saturées qui sont nécessaires en petite quantité le matin, exactement comme le beurre tout à l'heure, je vous ai dit. Sauf que là, c'est pas les mêmes graisses. Donc, le point à retenir, c'est que pour 75 kilos, faut pas manger plus de 40 grammes de fromage. Voilà, ça peut être un bon calcul. Pour le foie, donc c'est quand vous nourrissez votre corps le matin avec du fromage, eh bien, c'est lui qui va réceptionner les graisses. Et il est capable de métaboliser jusqu'à 40 grammes de fromage. Donc, ça peut être bénéfique pour lui. Par contre, dès que vous dépassez les 40 grammes de fromage, au quotidien, en tout cas tous les jours, ça va entraîner ce qu'on appelle une accumulation des graisses dans le foie, provoquer, donc pourquoi pas une cirrhose, ou provoquer un foie gras, et puis, ou ce qu'on appelle médicalement une stéatose hépatique. Mais ça va aussi aller se répercuter sur les graisses viscérales. Si vous avez des graisses au niveau du ventre, c'est parce que votre foie n'arrive pas à assimiler le taux d'acide gras saturé que vous lui donnez sur la journée. D'accord? Donc, oui, le fromage est un produit transformé, du lait. Il contient des protéines lactées. Donc, c'est pas du lactose, c'est ce qu'on appelle du lactase ou bien du petit lait. Et pour ceux qui ne consomment pas de fromage animalier, eh bien, vous pouvez opter pour les fromages laitiers végétaux. Je peux vous assurer que les bons fromages végétaux contiennent autant de protéines et des bonnes graisses saturées aussi, qui proviennent bien sûr d'autres sources alimentaires. Donc le fromage à base de noix de cajou, le fromage, moi j'aime bien aussi faire du fromage avec les noix de macadamia. Et puis, mais alors pour le petit déjeuner, c'est le fromage de cajou le meilleur parce qu'on a dit que les noix de cajou étaient bonnes le matin au petit déjeuner. J'aime bien faire des fromages frais à base de lait d'amande. Voilà, comme quand je fais la faisselle par exemple. Ok? Est-ce que dans Quel est quand est-ce que dans les fromages végétaux, il y a aussi cette myéline? cette quoi? La myéline, tu la trouves aussi dans les fromages végétaux? Alors, la myéline, c'est ce que ton corps fabrique. Dans les fromages végétaux, c'est ton corps, ton estomac et ton foie qui vont prendre les bonnes graisses saturées et la protéine du fromage pour aller fabriquer la myéline. Et ça se fabrique notamment le matin, au petit déjeuner. Ça répond à ta question? Je suis pas sûre. Oui, Pas sûr. j'ai compris que Mais c'est je pas dans les crois aliments. reconnaître la voix d'Anne-Marie. Je te répondrai en coaching privé. C'est ça? C'est Anne-Marie qui cause, hein? Oui. Ouais, donc c'est tout bon. La myéline, c'est pas quelque chose que vous trouvez dans l'alimentation. C'est votre corps qui la fabrique. Quand vous lui donnez les bons aliments au bon moment. L'œuf. Alors, pas plus d'un œuf par jour. C'est surtout le jaune de l'œuf qui pose problème. Euh, donc, vous pouvez consommer un œuf au petit déjeuner, mais un œuf. Et le mieux, c'est soit sur le plat, soit à la coque ou mollet. Donc, il y a certaines personnes sur le groupe, là, sur le coaching, qui le savent déjà, tout simplement parce que dans le blanc, vous allez trouver exactement ce qu'il vous faut comme taux de protéines pour votre corps. Mais lorsque vous consommez le jaune et qu'il n'est plus liquide, eh bien, le jaune d'œuf, quand il est dur ou quand il est figé, comme dans l'omelette par exemple ou dans l'œuf dur, eh bien, il se transforme en graisses trans qui sont nocives pour la santé. D'accord? Donc, évitez au maximum les graisses trans. C'est très souvent présent dans les aliments transformés. On en parle beaucoup quand on achète des paquets de biscuits ou des choses comme ça. Mais on en trouve aussi dans notre alimentation de tous les jours. Et parfois, on fait l'erreur parce qu'on le sait pas, tout simplement. Les graisses trans sont hautement inflammatoires
et ne se trouve pas seulement dans les aliments transformés, d'accord? Alors que le jaune d'œuf liquide, donc cru, au plat, à la coque, mollet, eh bien, c'est une source de graisse naturelle saine dans le jaune d'œuf liquide, d'accord? Et le privilégier donc les modes de cuisson doux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et si, faites attention à quitte à consommer des œufs, si vous avez un voisin qui a des poules qui courent dans le terrain partout, bah, choisissez ceux-là, s'il accepte de vous les vendre, ou si vous avez des poules vous-même, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que après, sinon, il faut faire en bio, mais même le bio, vous avez parfois des œufs qui sont pas forcément en plein air, et quand la poule ne court pas, eh ben, elle fabrique de l'inflammation et donc vous retrouvez les oméga 6 dans les œufs. Alors que normalement, les œufs sont riches en oméga 3. D'accord? Si l'animal est enflammé, vous allez retrouver l'inflammation dans votre alimentation. Les poissons. Les poissons. Donc, il y a plusieurs types de poissons. Pourquoi c'est conseillé de manger du poisson le matin? Alors, c'est par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est des aliments qui sont riches en oméga 3. Donc, vous avez, alors si on prend purement les aliments les plus riches en oméga 3, ils sont tous issus des végétaux terrestres. Donc, la noix, l'huile de colza, dans l'ordre, le lin, la noix, l'huile de colza, l'huile de cameline et ouais, dans l'ordre, je sais plus, mais bon, c'est des végétaux qui contiennent en plus ce qu'on appelle ALA. L'ALA, c'est une graisse qui est je sais pas si on peut dire voilà, anti-inflammatoire. Voilà. Et les autres aliments les plus riches de la planète en oméga 3, c'est les animaux marins. Donc, dans les animaux marins, vous avez les poissons gras, comme le saumon, le thon, le maquereau, le hareng, la sardine, l'anchois. Et eux, non seulement ils contiennent des oméga 3, et c'est pour ça que c'est ma seule entorse à tout mon régime végétalien. Moi, je suis végétalienne. Je prends des compléments alimentaires tous les jours à base d'huile de poisson. Pourquoi? Parce que oui, ils sont riches en oméga 3 comme les huiles que je consomme aussi au quotidien, mais en plus, ils contiennent de l'EPA et du DHA et ils sont en bonne association, ce qui en fait des compléments alimentaires, en fait un apport, oui là je suis en train de parler des poissons, pardon, ce qui fait que les poissons gras sont les meilleures complémentations d'apport en oméga 3. Voilà pourquoi, donc il y a quelques poissons conseillés, quels apports et les alternatives. Voilà pourquoi j'ai mis ces 3 points-là. Mais bon, moi je mange pas de poisson, donc c'est pour ça que je l'apporte autrement. La viande. Alors vous me direz, je mange pas de viande non plus. Mais c'est important d'en parler parce qu'il faut parler du petit déjeuner pour tout le monde. Et on part tous d'endroits bien différents. Moi, je vous conseillerais, si vous aimez les petits déjeuners à base en viande, d'en prendre, pourquoi pas, une fois dans le mois. Ça peut être un écart. Vous faites un brunch un jour, un dimanche, vous avez de la famille, voilà. Donc, si vous devez choisir de la viande au petit déjeuner, ça répond à ce que je vous disais tout à l'heure, des graisses et des protéines, d'accord? Ce dont le corps a besoin le matin. Oui. Maintenant, toutes les viandes ne sont pas forcément bonnes et ceux qui ont vu la masterclass sur ce que dit la science, vous savez tous pourquoi je suis pas pourquoi je consomme plus de viande depuis plus de 20 ans. Donc, je vous dirais, limitez votre consommation de viande rouge à une fois par mois. Ça va vous permettre d'éviter les risques liés à c'est ce qu'on appelle une protéine oxydée, donc elle a un gros potentiel cancérigène.
Ensuite, optez plutôt pour une viande blanche. Là, pourquoi pas une fois par semaine, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, les volailles fermières là qui courent, qui sont dans la nature, qui sont bien nourries, sans la peau, bien sûr, parce que la peau grillée, c'est la réaction de Maillard de tout à l'heure, c'est du sucre. Éviter les sauces grasses dessus. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur la viande. Et puis, bon, moi, je suis quelqu'un qui diversifie énormément ses petits déjeuners. Donc, si vous êtes plutôt animal, diversifiez. Un coup la viande, un coup le poisson, un coup les crustacés. Voilà. Donc là, à l'image, je vous ai mis je mets des guillemets dans mes paroles parce que vous sentez bien que ça correspond pas, ça vibre pas avec moi. Mais les meilleurs que vous puissiez trouver, c'est en bio ou en sauvage. Je vous ai mis le jambon de cochon sauvage là qu'on trouve dans les montagnes italiennes ou espagnoles, qui est noir tellement ils sont nourris de glands et laissés en pleine nature, qui est cru. Le grison, qui est de la viande séchée crue, et puis bien sûr de la volaille fermière. Voilà. Évitez de plonger dans la charcuterie. Si vraiment vous pouvez pas faire autrement que de manger de la charcuterie le matin, préférez les charcuteries de volaille, j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà. Voilà. Et ça, c'est le petit déj qu'on nous propose tous les jours depuis que je suis gosse. Poison. Alors, ça paraît équilibré, hein. Il y a du fromage, il y a de l'omelette, il y a des céréales, il y a du café, il y a des fruits entiers. Du fruit. Voilà, il y a plein de pain et des viennoiseries, il y a du jus de fruits, il y a des œufs, et puis il y a de quoi tartiner le pain, hein. Je vois du chocolat, des confitures. Juste dans le chat, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un petit, avec tout ce que je viens de vous expliquer, est-ce que c'est un petit déjeuner correct? La seule chose qui est correcte, c'est souvent le prix, hein, quand on te le sert comme ça. Voilà, donc vous avez remarqué hein, ce qui était inflammatoire. Donc là, le fromage et la charcuterie, c'est du sous vide et c'est du sûrement pasteurisé. Les céréales, c'est du cornflakes bien nettoyé. L'omelette, bah, vous avez compris avec les œufs. Ensuite, la boisson chaude, bah, c'est du café. Et puis ce qu'il y a à mettre sur le pain, c'est que des choses sucrées. Et là, il y a même carrément du jus de fruits. D'accord? Donc, j'ai envie de vous proposer comment composer un aller simple pour aller voir Saint-Pierre et sa photo. Exact. C'est tout à fait ça. Ah, ça me va comme un gant. Alors, si l'œuf est à la coque et qu'il n'est pas dur, oui, c'est le seul truc bien voilà. Et le pain, il y a l'air d'y avoir des pains en céréales. Si on enlève la croûte, ça devrait être correct. Allez, on bascule sur le petit déj Liponext. Vous avez envie de savoir, c'est la fin des slides. Allez, comment c'est composé un petit déj Liponext? Donc, vous avez compris que ce qui est important, c'est d'avoir un apport boulangerie. Donc, dans l'apport boulangerie, je vais mettre bien sûr le pain qu'on a fait, les pains qu'on a fait de mercredi, que ce soit le pain nordique ou le pain cru. Mais je vais aussi y inclure les galettes de sarrasin, les gaufres que j'ai fait par exemple ce matin, les muffins, les pancakes, le pain des fleurs. Pourquoi est-ce que je ne mets pas les biscottes et les cracottes? Tout simplement parce que ce n'est que du caramel. Hein. Voilà. Les biscottes, quand je vois qu'on met des biscottes aux personnes qui sont au régime, c'est une catastrophe. On leur met du sucre, plein de petits déj. Allez, on est parti. Deuxième secteur, les corps gras, donc les beurres, les huiles. Donc les huiles, on les a vues. L'avocat peut être mis en guise d'apport d'huile. Donc l'huile d'avocat, mais aussi l'avocat entier ou le guacamole. Le beurre cru. Certains fromages plus gras que d'autres. Alors, on a mis du gruyère, mais en fait, on aurait dû mettre, par exemple, un camembert, un brie. Il y a des fromages qui sont crémeux coulants
qui sont plus gras que d'autres, tout simplement parce qu'ils sont plus hydratés. Alors que quand on regarde les étiquettes du Gruyère, du Comté, du Jura, etc., on va voir le taux de graisse qui est au-delà de 45%. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Ils sont déshydratés. Et pourtant, quand vous mangez 40 grammes de camembert, vous allez manger plus de gras que quand vous mangez 40 grammes de Comté. Donc là, ces fromages-là, ils sont en apport de corps gras. Ensuite, tout ce qui est purée d'amandes, etc. Oups là, j'ai des dessins Ouais. sur le... C'est moi, tu crois, qui fais ça? C'est Martine qui a fait des dessins sur le... Pardon. Et puis, on a mis au final l'huile d'olive, mais ça représentait les olives. Je sais pas si vous avez vu dans la salade que j'ai fait cette semaine, j'ai mis... Non, c'était hier matin. Hier matin, je me suis mis des olives vertes dans ma faisselle. Alors oui, ça va rester, je crois, tout du long, sauf si Martine, elle efface les traits. Mais peut-être elle va pas trouver. Donc, ensuite, un autre aliment à ajouter à votre... Donc là, vous avez compris, c'est des plus, hein, d'accord? Un autre aliment que vous pouvez ajouter à votre petit déjeuner, c'est soit un produit laitier, donc je vais parler et du fromage et du fromage, mais du fromage, en fait, du fromage végétal. Ça peut être l'œuf, ça peut être la viande, ça peut être le poisson, ça peut être aussi le tofu. J'ai vu parler de l'avocat, bon, je répondrai aux questions après. Voilà, ça c'est le tofu. Au-dessus, le fromage. En fait, on aurait dû faire l'inverse, tu vois. On aurait dû mettre le camembert dans les beurres et huiles et le gruyère dans dans l'apport protéinique, c'est-à-dire dans le... Voilà, vous avez une faisselle, donc du fromage frais cru. Et puis en bas, un yaourt végétal. Faites attention, sans sucre. Hein. D'accord? Allez, on est parti. Les légumes. Alors oui, ici, autre astuce. Imaginez bien que si votre apport de gras, c'est du camembert, ne me remettez pas un apport protéinique camembert. Hein. Vous n'avez pas le droit de doubler la quantité de fromage à 80 grammes. Hein. D'accord? Soyez logique. Si vous mettez du beurre, vous mettez du fromage. Si vous mettez du fromage, préférez un morceau de... D'abord, ça répond aux deux catégories. Si vous mettez par exemple du camembert et au gras et aux protéines. Mais voilà, ne faites pas des associations multiples. Les légumes à volonté, surtout le vert. Et là, je vous ai même mis les graines parce que j'adore les graines germées et que ça vous fait des super apports et en prébiotiques et en protéines et en bonne graisse. C'est très complet. Les légumineuses, pareil. Et la boisson, au choix. On a vu tout à l'heure les végétaux, on a vu les infusions, on a vu les boissons de légumes, on a vu l'eau, on a vu l'aloès, on a vu l'eau de coco. Voilà, toutes les boissons que vous avez envie. Et si c'est du café, moi, je préfère que vous preniez un café ultra léger et jusqu'à changer complètement. Donc, en résumé, dans votre assiette, ça fait ça. Donc là, on a pris l'exemple d'une personne qui fait 70 kilos. Pourquoi? Parce que notre chère Pauline a perdu ses 7 kilos et qu'elle est tombée à 70. Donc bravo pour avoir appliqué la méthode depuis le temps qu'on se connaît. Mais après, vous ferez vos propres calculs, d'accord? Si on mettait mon poids, moi, ça aurait été plus compliqué. Donc, en gros, par rapport à votre poids, à votre assiette, c'est 30% pour tout ce qui est boulangerie, si elle fait partie de la boulangerie Liponext. Alors, vous avez bien compris que c'était une assiette Liponext, hein, donc n'allez pas me chercher des aliments autres que je n'ai pas cités. Ensuite, 5% de beurre ou d'huile, 20% d'apport produits laitiers, œufs, viande, poisson, fromage, etc. ou graines. Les graines germées font la totalité. Et 45% de légumes. Ça, c'est comment composer votre assiette. Et ça ne se réduit pas à ça. On vous a mis des beaux exemples, normalement. Voilà. Tout ce que je m'exerce à faire depuis une bonne semaine pour vous montrer comment on peut répartir ces assiettes-là. Vous les avez là. Donc, regardez, la première assiette, c'est
de la protéine d'edamame avec une belle salade. Là, j'ai une salade de feuilles de chêne rouges dans lequel j'ai mis des dés de poivron et puis quelques pois chiches germés et de l'houmous. Donc, c'est riche en protéines, c'est riche en bonne graisse dans l'houmous. C'est de l'houmous de tournesol, je pense. L'edamame, c'est une légumineuse. Et là, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, je vous mets pas de soja le matin. Pour ceux qui connaissent, les damames, c'est des fèves de soja vert. Tout à l'heure, je parlais du soja jaune, ce qui n'est pas la même chose. C'est pareil pour ceux qui prennent des compléments alimentaires à base de poudre de protéines de pois ou de protéines de quinoa ou de protéines de soja. Quand vous avez des bons compléments alimentaires et que la protéine est bonne à l'intérieur, elle est associée, c'est pas que de la protéine pure, c'est de la protéine de soja associée aux fibres et qui est ce qu'on appelle une protéine de soja texturée, c'est-à-dire que la graine de soja a été chauffée doucement jusqu'à ce qu'elle soit opérationnelle et bonne pour le corps. Donc il n'y a plus la fixation des phytoestrogènes, il n'y a plus, etc. Voilà. Donc ça, c'est les damames aux petits légumes. Ça a été un de mes matins. La galette au sarrasin. Là, on vous a mis la photo que moi j'ai consommée avec de l'houmous, de lentilles corail, des champignons, du fromage et des épinards. Donc j'ai mis tous mes épinards dessous. Et vous avez la galette. C'était une galette de sarrasin. Non, c'était une galette de lentilles, moi, que je vous avais fait. Mais ça peut être aussi une galette de sarrasin. Et puis j'avais fait une photo dans l'appli, si vous retournez voir, avec un œuf, parce que un de mes fils avait voulu un œuf et j'avais fait l'œuf sur le plat. Le porridge de champignons au curcuma. Donc si vous vous souvenez, j'ai fait gonfler mes flocons de quinoa de la veille. J'avais mis beaucoup de curcuma et puis dedans j'avais mis des champignons. Et moi, je l'avais enrichi justement en protéines végétales de champignons. Voilà. Donc, alors là, vous voyez que vous voyez pas la boisson, mais chaque fois, vous avez l'apport en fibres, qu'il soit cru ou cuit. Donc là, c'est notamment avec les champignons. La slide suivante, c'était un matin où j'avais pas le temps. Donc, je me suis avalé 3 choux de Bruxelles comme ça. Et j'ai pris des tranches de pain nordique avec juste de la purée d'amande. Et puis, bien sûr, alors j'ai toujours mes boissons, moi, toute la journée. Hein. Vas-y, continue. Le muffin de légumes. Donc, vous avez 2 types de muffins dans l'appli. Le muffin de légumes. Vous en avez même plusieurs, vous avez 3, je crois. Le muffin à la tomate et le muffin mexicain. Là, c'était un muffin mexicain. Pourquoi? Parce que certaines épices sont intéressantes, notamment au niveau inflammatoire. Et c'était pour vous faire la recette. J'avais fait des petits pour la photo et j'avais fait des gros. Donc, c'est sur une salade de pousses de mesclun, je crois, de mémoire, des champignons, des poivrons. Voilà. Les fromages que j'avais achetés pour l'occasion, parce que souvent, moi, je les fais, mes fromages. Donc j'avais acheté un bleu et j'avais acheté un fromage type fromage de chèvre, mais donc c'est des fromages végétaux avec le pain nordique. Et si vous regardez sur le côté, sur la table avec tout le monde, il y a la salade et il y a l'houmous de poivron. Le porridge de champignons sans le curcuma, ça c'est parce que j'ai un de mes fils qui quand il voit le jaune, il fait oh, mais j'aime pas. Alors ça n'a pas beaucoup de goût le curcuma, mais voilà. Donc je lui avais fait en nature, sans curcuma. Le pâté dont Caroline nous avait trouvé presque ce que c'était, qui est un pâté de lentilles que j'avais mis sur mon pain nordique. Donc en fait, c'est simplement le mixage des lentilles germées crues. Donc alors c'est toutes des recettes crues hein, que je vous présente là, sauf le muffin. Le muffin, il est passé au four vapeur. Donc c'est pareil, quand je cuis, c'est toujours à la vapeur pour éviter qu'il y ait la croûte de caramélisation et que ça ne puisse pas être mangé le matin.
Donc, Caroline avait presque trouvé. Pâté végétal, elle m'avait dit. Allez, on continue. Les gaufres de ce matin, donc à l'oseille, très très vertes, servies avec une salade d'oseille, d'épinards et comment ça s'appelle, ça y est, tu vois, j'ai trop réfléchi pendant toute l'appel, Pauline. Comment ça s'appelle là? C'est des salicornes fraîches qui remplacent le poisson. La faisselle végétale aux herbes que j'ai fait hier matin et les pancakes. Ça, c'était des pancakes aux épinards et aux champignons. Et puis l'avocat. Quand vous mangez un avocat avec, là, j'avais mis du tartare d'algues pour l'apport un peu plus haut de protéines et d'oméga 3, etc. Parce que de temps en temps, je me fais aussi des petits déj poissons, entre guillemets. Ça apporte de l'iode, ça apporte plein de choses. Je crois que c'est la dernière slide, Pauline. Ouais, hop, bravo.